Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles Ntsa Christian a été réintégré comme Premier ministre chef du gouvernement, a déclaré hier le président de la République, Andry Rajoelina, au palais d'État d'Yavlu. La loyauté, le leadership et sa capacité à mener à bien le travail de développement du pays et la réalisation des visions. Ntsa Christian a rempli ces critères parmi les 3 noms proposés par la plateforme majoritaire des parlementaires au sein de l'Assemblée nationale. Reportage sur les images de Andoura Zajaïbe. Une personne intègre, loyale, expérimentée et maîtrisant le travail et la vision du développement, mais qui sait également comment travailler avec le président. Ce sont les raisons pour lesquelles Ntsa Christian a été réintégré comme Premier ministre chef du gouvernement, a déclaré le président de la République de Madagascar hier à Yavlu. 3 personnes ont été proposées par la majorité des députés et Ntsa Christian a été celui qui remplit les conditions. Le président Andry Rajoelina a souligné qu'il maîtrise la politique internationale ainsi que les autres domaines de développement et autres aspects du pays. Quelqu'un de confiance qui peut mener à bien le développement du pays, les visions, mais aussi quelqu'un qui connaît déjà les rouages de l'administration et des travaux de développement du pays, souligne le président Andry Rajoelina. De nombreux aspects vont changer au sein de l'administration, a déclaré le président. Il est donc probable qu'il établira une nouvelle approche, qu'il sera strict et qu'il ne tolérera aucun obstacle susceptible d'entraver le développement. L'objectif est d'accélérer l'administration du pays pour pouvoir obtenir des résultats rapides et tangibles dans les différents ministères. Les députés au sein de la plateforme majoritaire au sein de l'Assemblée nationale sont venus assister à la nomination du Premier ministre au palais d'État d'Yavlu hier. Restant toujours dans cette optique de formation du gouvernement et toujours au palais d'État d'Yavlu, la sélection des ministres qui formeront le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre chef du gouvernement, Ntsa Christian, a débuté aujourd'hui. Les tâches qui attendent les ministres ne seront pas faciles, a déclaré hier le président de la République, Andry Rajoelina. C'est pourquoi la sélection et des enquêtes seront menées. La lutte contre la corruption est la première condition et les ministres prêteront serment devant le peuple, a déclaré hier le président au palais d'État d'Yavlu. Toujours un reportage sur les images de Andoura Zajaïbe. Une personne prête à servir le peuple, à préserver les intérêts du pays et le bien commun, intègre, honnête, sont parmi les premières exigences annoncées hier par le président de la République, Andry Rajoelina, concernant les nouveaux ministres qui formeront le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ntsa Christian. Le président de la République, Andry Rajoelina, a déclaré que les personnes qui prendront la tête des ministères seront soumises à des tests stricts afin que les sélectionnés soient des personnes compétentes dans leur domaine, expérimentées, mais surtout des personnes qui pensent au bien de la population et non aux intérêts personnels. Ce deuxième mandat du président de la République, Andry Rajoelina, sera marqué par un grand changement. Ces ministres sélectionnés devront prêter serment devant le peuple qu'ils lutteront contre la corruption, qu'ils accompliront pleinement leurs responsabilités pour le pays. S'ils ne peuvent pas le faire, ils doivent démissionner immédiatement, a déclaré le président. Par conséquent, il est confirmé que ceux qui remplissent les conditions requises peuvent déposer leur CV et les informations les concernant à Mazoriv et une copie au palais d'État d'Ambusruich, a indiqué le président Andry Rajoelina hier. Une commission spéciale sera créée pour sélectionner et réaliser les tests de ceux qui sont prêts à devenir ministres, a indiqué le président. Dans un tout autre sujet, page fait divers, à présent, la directrice au sein du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers inculpée dans l'affaire de vol de terrain à Issa Fanousevarach a été mise au mandat de dépôt hier. Le pôle anticorruption au PAC s'est chargé de cette affaire de vol de terrain de 5 hectares après une enquête approfondie menée par des doyens des juges. Ces chefs d'inculpation sont abus de pouvoir et utilisation de noms de hauts responsables pour faire pression. Selon les informations, un autre responsable serait également inculpé dans cette affaire et également mis sous mandat de dépôt à Intanmour.
Et un mandat de dépôt a été délivré à l'encontre du préfet de Mahajang et le directeur régional du commerce de Bouin est mis en examen dans cette affaire et déféré devant le parquet du pôle anticorruption d'Antananarivo. Ils sont inculpés pour abus de confiance, confie une source auprès du PAC Antananarivo. Ainsi, 9 personnes sont placées sous mandat de dépôt jusqu'à présent concernant cette affaire de riz avarié à Mahajang. Il est à noter que ces riz avariés n'ont pas été mis sur le marché et l'affaire suit toujours son cours. Et toujours dans cette page sociale, l'UCTU a totalement démenti les informations qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux selon lesquelles il y aura une hausse des frais de transport public à 800 ariars d'après la confirmation d'un responsable au sein de l'UCTU. Aujourd'hui, l'augmentation des frais de transport public n'est pas à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'UCTU selon les responsables et les explications. Le bureau permanent a pourtant affirmé que l'augmentation du tarif des visites techniques pourront être la raison pour laquelle certains groupes de personnes qui ne font pas partie de l'UCTU envisagent d'augmenter les frais de transport. Reportage signé Cécile Vin et Yves Janel. Depuis hier, des informations circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles l'UCTU envisage d'augmenter les frais de transport public à 800 ariars. Une information qui est devenue même polémique et qui a choqué bon nombre d'internautes. De plus, il a été dit dans certaines publications que cette augmentation des frais de transport fait partie de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'UCTU. Pourtant, ce dernier a complètement démenti cette information. L'UCTU n'envisage pas jusqu'à présent d'augmenter les frais de transport selon les explications. Cette augmentation des frais de transport est généralement évoquée en début d'année, comme celui-ci. Selon les informations, c'est peut-être l'augmentation du tarif de visite technique qui est déjà appliqué depuis le 1er janvier et la raison pour laquelle certains groupes de transporteurs qui ne font pas partie de l'UCTU propagent cette fausse information. Par ailleurs, l'Assemblée générale de l'UCTU, qui devrait se tenir mardi prochain, sera reportée à une date ultérieure. La raison en est cette polémique sur les frais de transport qui entraîne des troubles que ce soit pour les transports que pour les usagers. Dans les actualités internationales de ce soir, des médias proches du pouvoir iranien continuent d'accuser Israël d'être derrière l'attentat qui a fait plus de 80 morts le 3 janvier à Kerman en Iran lors d'une cérémonie d'hommage au général Qassem Soleimani. France 24. Absolument, cette revendication a été donc reprise également par les médias iraniens, les médias officiels iraniens, mais il n'y a pour l'instant aucune réaction de la part du pouvoir. Les dirigeants iraniens ont accusé Israël dès hier d'être derrière ce double attentat qui a fait 84 morts à Kerman lors d'une cérémonie d'hommage au général Qassem Soleimani, mais pour l'instant il n'y a aucune réaction officielle de la part des dirigeants iraniens. En revanche, certains médias proches du pouvoir affirment que en fait Israël est toujours derrière ce double attentat et a fait actionner les membres du Daesh pour commettre ce double attentat à Kerman lors de cette cérémonie pour rendre hommage au général Qassem Soleimani. C'est donc pour les Iraniens, il faut maintenant attendre de voir comment le pouvoir va réagir. Le général Qassem Soleimani a joué un rôle de premier plan dans la lutte contre l'État islamique en Syrie, mais aussi dans les pays, en Irak, lorsque l'État islamique s'emparait de villes dans ces deux pays. Il s'était rendu à de nombreuses reprises dans ces deux pays pour lutter contre Daesh et avait donc organisé l'envoi de milliers de combattants iraniens, afghans ou pakistanais dans les deux pays pour combattre le groupe État islamique. Ce groupe qui considère les musulmans chiites comme des apostats. La population iranienne est bien sûr majoritairement chiite. Et les combats continuent à Gaza, le sud est bombardé quotidiennement alors même que la population s'y dirige en masse pour tenter de fuir les combats. Le secrétaire d'État Anthony Blinken se rend en Israël pour plaider une aide immédiate à Gaza. De plus, plus de 22 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre selon le Hamas. Toujours un reportage de France 24. De l'aide tombée du ciel. Voici ce que sont venus voir à Khan Younes ces Gazaouis, plutôt habitués ces 2 derniers mois aux pluies de bombes israéliennes. Cette aide humanitaire, c'est la Jordanie qui l'envoie via un parachute. Malgré cette respiration, les bombardements, eux, continuent. Comme ici, à Rafah,
à l'extrême sud de l'enclave palestinienne, où les habitants ont passé des heures à rechercher des survivants. Plus tôt dans la journée, des dizaines de déplacés gazaouis chargés de quelques affaires arrivaient encore dans la ville, en voiture, à dos d'âne ou parfois à pied. Tous sont fatigués de fuir et appellent les pays arabes à l'aide. Où est l'Égypte? Où est la Jordanie? Où est le Qatar qui dit nous vous soutenons? Où sont le Liban et le Hezbollah? Où sont-ils? Ils nous laissent comme ça, ils nous laissent nous noyer tout seuls. Les Gazaouis sont aussi confrontés à de graves pénuries d'eau, de carburant, de médicaments et de nourriture. L'aide humanitaire entre au compte-gouttes. Alors les habitants s'organisent pour distribuer de quoi manger gratuitement à un maximum de personnes. Nous sommes venus au point de don pour nourrir les petits-enfants. Les adultes peuvent supporter la faim, mais les enfants, eux, ne peuvent pas. D'après l'ONU, sur les 2 300 000 habitants que compte la bande de Gaza, 85% ont dû fuir leur logement depuis 3 mois. Oscar Pistorius, l'athlète de handisport devenu mondialement célèbre en février 2013, a été remis en liberté conditionnelle. Il avait été condamné pour le meurtre de sa petite amie il y a 11 ans, mais a toujours clamé son innocence. Dans un reportage signé France 24. Il avait pour surnom Blade Runner, le coureur aux lames, en référence à ses prothèses de carbone. En 2012, Oscar Pistorius devient le premier double amputé à participer à une course olympique parmi les valides. Mais le champion et multiple médaillé d'or aux Jeux paralympiques de 2008 et 2012 perd son aura aux yeux du monde entier subitement. Dans la nuit du 13 au 14 février 2013, Oscar Pistorius a tiré à 4 reprises au fusil sur sa petite amie, la mannequin Riva Steenkamp. Des tirs à travers la porte de la salle de bain de sa chambre. Lors d'un procès retentissant, l'athlète admet avoir tué sa compagne, mais plaide non coupable. Il affirme avoir pensé qu'un cambrioleur se trouvait dans la salle de bain. En septembre 2014, Oscar Pistorius est condamné à 5 ans de prison pour homicide volontaire. Un verdict qui suscite un tollé général et qui pousse les procureurs à faire appel. En 2017, l'ex-champion paralympique voit sa peine passer de 5 à 13 ans de prison. Mais la saga judiciaire ne s'arrête pas là. En mars dernier, Oscar Pistorius dépose une demande de libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine. La demande est rejetée par un juge qui assure que l'athlète n'a pas purgé la période minimale de détention. Une décision considérée comme une erreur par un tribunal constitutionnel, ce qui a ouvert la voie à sa libération conditionnelle. Parmi les conditions qu'Oscar Pistorius devra respecter, l'interdiction de s'exprimer dans les médias. Il devra également suivre une thérapie sur la gestion de la colère et les violences faites aux femmes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.